comment faire un couteau droit, ou du moins comment je fais mes couteaux droits. D'abord, comme pour les couteaux pliants, il faut partir d'un dessin. Donc vous voyez là, j'ai décidé de faire un couteau très droit, qui sera dans le genre de celui que j'ai positionné au-dessus, mais dont le manche est légèrement courbe. Donc sur le dessin, on voit que celui-là sera vraiment très très droit. Une fois que votre dessin est fait et dimensionné, il vous faudra évidemment des pièces pour faire le pommeau. Vous avez le choix entre métal couleur fer, métal gris disons, et métal jaune, je pense que c'est du laiton, et des pièces de garde qui sont ces deux-là. Vous avez encore le choix entre du métal gris ou jaune. Il vous faut évidemment une lame. Là, c'est une lame du commerce. Si vous forgez, c'est super, comme ça vous faites à 100% votre couteau. Mais enfin, vous pouvez vous contenter de monter une lame du commerce. Et il va aussi vous falloir maintenant des pièces pour le bois. Alors, dans les bois, comme mon projet, c'est de faire buis, bois de renne, buis. Je réponds à une commande de 2 cadeaux à faire. J'ai la chance en buis d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, un gros morceau de buis. Je n'aurai pas de problème pour en faire 2 manches, même pour en faire une trentaine. Sinon, si d'abord on n'est pas obligé de faire une pièce intercalaire, hein. Vous pouvez faire tout bois la manche, bien sûr. Il y a des manches d'outils. Ça, c'est un manche de balai de cour, je crois. C'est du frêne. Presque tous les manches d'outils sont en frêne. Ça vaut pas très cher, hein. Ça vaut le coup peut-être de se procurer ça si vous n'avez pas de bois dur. Le critère important, c'est ça. Il faut un bois dur. Ça, je pense que c'est un morceau de chêne. Vous pouvez faire là-dedans aussi. Ceci est encore du frêne. Ça devait être un morceau de manche de hache. J'ai élagué un pommier il y a quelques années, j'ai gardé des tronçons de pommier. Le pommier et le prunier sont des bois très durs, c'est très intéressant. Et en plus, ils sont beaux, ils ont un beau veinage à l'intérieur, alors que le frêne, bon, pas extraordinaire. Mais enfin, ça vous fait des manches presque tout fait, là, il n'y a presque plus de travail, hein. Sinon, il y a aussi la solution du feignant, que j'aime bien aussi, c'est d'acheter un carrelet de bois. Un carrelet comme ça vaut 5-6 euros, ça vaut pas très cher. Vous pouvez donc tout commander chez les mêmes fournisseurs, les fournisseurs de matériaux de coutellerie ou de médiéval, et ils ont un peu tout ça. Vous pouvez prendre la lame, les pommeaux, les gardes et le carrelet de bois. Voilà, je crois que pour moins de 30 euros, on peut tirer tout ça. Attention si vous commandez à l'étranger aux frais de port. J'ai prévu aussi, comme on voit sur mon dessin, un intercalaire en bois animal, c'est-à-dire cerf ou renne. J'ai le choix entre les deux et je mets les deux pour que vous voyez bien pourquoi je préfère le bois de renne. Le bois animal, c'est un os, c'est de l'os, c'est pas de la corne du tout. C'est un os qui pousse à l'extérieur du corps de l'animal, une particularité des cervidés. Vous voyez, dans le bois de renne, j'ai quadrillé au crayon de papier. Le corps spongieux au centre est petit, il y en a peu. Ça nous laisse une bonne masse de bois dur pour travailler à l'extérieur. Regardez dans le bois de serre la proportion de corps spongieux qu'il y a. Il nous reste à peine une bande d'1 ou 2 mm pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, quand on ponce, si on arrive sur le corps spongieux, c'est une catastrophe. Votre manche est fichue. Donc, plutôt bois de renne. Là, j'en ai découpé un tronçon. Voilà, c'est sur des morceaux comme ça. C'est du lourd. Quels outils j'utilise pour faire ça? D'abord, j'ai un petit porte-outils électrique. Vous avez plein de marques pour ça. Les plus connues sont Dremel, Proxon. Et ça fonctionne avec des petites fraises dans ce genre. Des petites choses comme ça. Voilà, avec ça, on fait pas mal de choses en effet. C'est quand même assez utile. À part ça, il faut
de la colle époxy de marque, je retourne les tubes pour pas faire de pub. Voilà, celle-là notamment, vous trouvez très couramment dans les surfaces de bricolage, voire même au supermarché parfois. Le diluant de la colle époxy, c'est l'alcool à brûler. Il vous faut du matériel de ponçage, c'est-à-dire du papier de verre, de grains, on va dire 60 à 1000, pour la finition vraiment fine. Donc différents papiers de verre, un ponçoir, on travaille mieux. Et il vous faut aussi différents types de serre-joints. Tout sur le même plan. Voilà, une râpe à bois, ça ne sera pas inutile pour dégrossir le manche. Et puis bon, ensuite des choses très ordinaires qu'on a tous, cutter, scie à métaux, scie à bois, bon, ça je ne détaille pas. Alors pour faire un couteau, c'est peut-être pas nécessaire, mais si vous vous lanciez dans une série, je vous conseille de vous fabriquer ce petit appareil, très utile pour le collage, surtout la phase définitive du couteau quand il est entier, quand on a glissé la lame dans la colle époxy, dans le manche. Cet appareil est très facile à fabriquer, vous trouverez de la tige filetée chez le bricot-machin du coin, des boulons, non des écrous, et des papillons correspondants. Et ensuite, il suffit de couper 2 petits morceaux de tasseau comme ça et de faire une fente au milieu pour que la lame puisse passer. Ce petit appareil donc vous permet de mettre votre couteau à sécher, à coller, en forme, vérifier l'alignement surtout de la lame et du manche. C'est essentiel de ne pas avoir un angle comme ça ou comme ça, que ça soit bien droit. Et ensuite une bonne dizaine d'heures de séchage, la nuit entière tant qu'à faire, et on peut commencer le ponçage le lendemain. Sinon, il y a une autre solution, si vous comptez faire qu'un couteau et que vous n'avez pas envie de construire ce truc, c'est ça, il faut un long serre-joint. Mais là, la prise de risque que ça soit pas droit, qu'il y ait un angle comme je décrivais au niveau de la lame et du manche, est plus importante. Mais enfin, ça peut le faire. La preuve, celui-là est sec depuis hier. Et je pense qu'il est droit. Mais enfin, c'est moins facile. J'ai donc scié mes 3 pièces qui formeront le manche aux dimensions que j'avais prévues, avec une marge toujours de 2 ou 3 mm en plus. Il est très important que chacune de ces pièces, sur la tranche, les 2 côtés de la tranche, soient très parallèles. C'est important quand ensuite on fera le montage avec le cuir. On voit donc que j'ai choisi un pommeau et une garde en métal gris, couleur fer, disons, même si c'en est pas. Voilà, j'ai mis la lame à côté pour qu'on ait une idée de l'ensemble, de la taille de l'ensemble. La lame fait 8,5 et le manche fera 11,5, 3 cm de plus donc. Il y a une chose dont j'ai oublié de parler l'autre fois, c'est des pièces de cuir dont je me sers pour faire les intermédiaires. Entre chaque pièce, je mets une petite pièce en cuir. C'est un cuir très fin qui doit faire moins d'1 millimètre d'épaisseur et qui, une fois enduit d'araldite, devient presque noir. Voilà, j'ai dit araldite, je voulais dire colle époxy bicomposant, bien sûr. J'ai donc préparé les 3 tronçons et les 3 pièces de cuir que je vais enduire de colle époxy. Vous remarquerez que sur ces tronçons, j'ai fait les petits trous pour améliorer la prise de la colle. Attention en faisant ces petits trous de ne pas s'éloigner trop du trou central, parce qu'il ne faut pas ensuite qu'au ponçage, il y en ait un qui apparaisse. Évidemment, ces 2 pièces-là sont trouées des 2 côtés. Voilà. Et aussi la petite garde, des tout petits trous avec un foret métal, le plus fin possible. Et pareil, ne vous rapprochez pas trop du bord, ça peut réserver des surprises. Évidemment, on fait toujours un montage à blanc pour vérifier que la lame rentre bien jusqu'au bout.
On positionne tout. Et bah, quand on a fait ça et que tout a l'air de marcher, on peut passer au collage. J'ai donc collé les 3 pièces, la garde, la première partie en buis et l'intercalaire bois de Rennes. On remarque que les morceaux de cuir sont enduits de colle époxy aussi. Et ça maintenant doit sécher pendant 10 heures. Quand je l'ai mis en place sur cet appareil, la lame de couteau était dessus pour m'assurer que je gardais le bon alignement pour les pièces. J'avais monté la lame et je l'ai retirée ensuite et je l'ai essuyée. Mais pour la mise en place, c'est bien de le faire avec la lame et de pouvoir l'enlever après. C'est pour ça que cette pièce-là est percée au-dessus. On peut passer la lame à travers. Voilà, donc maintenant, au moins 10 heures de séchage. J'ai oublié de parler de la lame. D'abord, je vous conseille de protéger complètement toute la partie lame, le tranchant notamment, mais en fait la totalité, avec du scotch. Et puis, vous remarquerez que j'ai dû meuler un peu la soie, c'est-à-dire la partie qui rentre dans le manche, pour qu'elle rentre complètement dans la garde, bien jusqu'au bout, et sans que ça laisse un jour entre le bout de la lame et la garde. J'ai fait aussi des petites encoches pour assurer la prise dans la colle. Alors le bloc de garde est collé, c'est de ça que je veux parler, des deux côtés, voilà. Le bloc de garde est collé, donc maintenant je vais passer au collage final, c'est-à-dire remplir les deux parties du manche de colle en laissant tomber les gouttes d'époxy dans les trous, puis les réunir avec la lame montée. On en collera aussi le joint en cuir bien sûr. Et ensuite, mise en place sur l'appareil pour séchage. Et là, patience, patience. Donc l'ensemble a été mis en place sur l'appareil pour séchage. Je vous conseille, quand on fait ça, de sortir et d'ouvrir la bouteille d'alcool à brûler et de prévoir du chiffon parce qu'on s'en met plein les mains. Et attention les vêtements. Donc maintenant, au moins 10 heures de séchage, 12, 14, c'est encore mieux. Je viens d'enlever le couteau de son appareil de séchage. Là, c'est bien sec puisqu'il a séché 24 heures, donc je suis tranquille. Bon, maintenant, c'est râpe à bois et papier de verre, gros grain, puis grain moyen, puis grain fin. Si vous avez une ponceuse à bande, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Attention cependant à ne pas essayer de se rapprocher trop de la forme finale. Gardez toujours 2-3 mm à finir vraiment avec le couteau entre les mains. On est beaucoup plus précis. Voilà, c'est parti. Maintenant, c'est l'huile de coude. 1 heure plus tard, j'en suis là. Donc là, j'ai passé la râpe à bois et le papier de verre, grain 60. On va commencer à faire très attention. Je vais tracer ici le contour de la pièce pommeau pour m'assurer que je reste bien dans la forme du manche que je veux, c'est-à-dire très droit. Et puis voilà, il y a des petits départs de nœuds dans le buis. Ça, c'est le jeu, hein, pas le choix. Et puis après tout, pourquoi pas. Le ponçage est presque terminé. Je vais en profiter maintenant pour coller ma pièce de pommeau avec un intercalaire cuir entre le buis et le pommeau pendant que j'ai encore 1 ou 2 mm de marge et ensuite ponçage final, grain 1000 et passage à l'huile de lin et le couteau sera fini. Il faut aussi que je repasse à la lime fine, quelque chose dans ce goût-là, une lime aiguille plate, que je repasse toutes les pièces de garde et de pommeau où est resté un petit peu d'araldite. Voilà, huile de lin terminée et ensuite on passe à l'étui.
La pièce de pommeau est collée, mise dans l'appareil pour le séchage et on attend un bon moment avant de continuer. Le couteau est fini, je l'ai passé à l'huile de lin et je vais commencer la fabrication de l'étui. On met le cuir à tremper, on a découpé une pièce de cuir, d'un cuir de 3 mm assez épais, un petit peu plus grand que ce dont on aura besoin pour faire l'étui, toujours garder de la marge. Et voilà, on mouille à peu près 30 minutes, c'est pas la peine de le laisser tremper des heures. Et ensuite on formera autour du couteau. Le cuir humide a été mis sous presse avec des serre-joints et des plaquettes de bois pour bien faire prendre la forme. Il faut surtout bien faire attention à le serrer ici, au niveau de la garde. Ensuite on découpera le cuir et on passera à la couture. L'étui a été sorti de ses serre-joints, j'ai dit joint, c'est joint, et voilà, ça donne ça. Le cuir a séché 24 heures hein, quand même. Ne le posez pas sur un radiateur, ça fait des traces noires aux endroits des jointures. Je faisais ça au début et c'est une mauvaise idée, évidemment ça sèche beaucoup plus vite, mais on le paye. Donc vaut mieux qu'il sèche à l'écart, à la température ambiante, c'est plus long, mais au moins c'est plus propre. Voilà, ça donne ça. Il y a une chose que j'ai oublié de dire l'autre fois, c'est qu'avant de former le cuir mouillé sur le couteau, bien sûr, mais enfin, je le dis quand même, c'était peut-être évident, mais bien sûr, on enveloppe le couteau de 2 ou 3 couches de film alimentaire plastique transparent, hein, parce que l'acier et l'eau, ça fait pas bon ménage. Donc, ce que je compte faire, c'est un étui de cette forme-là, comme je fais d'habitude. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ce qui restera, c'est la partie cuir, bien sûr. Je vais essayer de couper comme ça, et ensuite ce sera la couture. Le cuir a été découpé. Alors on peut le faire avec un couteau à cuir, il y a des couteaux spéciaux pour ça. Personnellement, je trouve qu'un gros cutter avec une lame neuve, ça le fait bien aussi. Donc j'ai fait comme ça. J'ai ensuite tracé à 5 cm du bord extérieur une ligne au crayon de papier sur laquelle j'ai fait des petits trous juste pointés pour marquer tous les 5 mm aussi avec cet outil-là. Un perçoir, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors il y a des roulettes aussi avec des pointes, si vous arrivez à vous en servir bien. Moi je préfère le faire avec le double décimètre et ça, je trouve que ça marche mieux. Donc prochaine étape, passer cet outil complètement à travers les 2 épaisseurs de cuir. Faire tous les trous donc et ensuite on passera à la couture. J'ai donc percé les trous là où je les avais tracés et j'ai commencé à coudre. On voit que j'utilise un fil avec une aiguille à chaque bout. Je crois que c'est ce qu'on appelle le point sellier. Et voilà, donc maintenant j'ai qu'à aller jusqu'au bout. Ensuite, je pense que je vais remouiller, refaire sécher le cuir parce que je l'ai un peu déformé à force de le travailler là. Et aussi que je vais peut-être essayer de le foncer. Je le trouve un peu trop clair, notamment par rapport à la couleur du fil. Donc, je tente la teinture au café. C'est une première, hein? On va voir. On m'a dit 24 heures, sinon 48. Je vais d'abord faire 24 heures. Donc, on verra demain la tête que ça a. L'inconvénient de ce système, c'est que ça fait jeter 1 litre de café, mais enfin bon. J'ai mis ici un exemple de cuir teinté au café par rapport à la plaque originale. Vous voyez la différence de teinte. 24 heures de café. C'est pas violent comme différence, mais enfin quand même. Là, il a été graissé en plus. On voit que les endroits où j'avais utilisé des tasseaux de bois avec des serre-joints pour faire prendre forme au cuir, du coup, j'ai tassé le grain du cuir et il a moins pris la teinture. Bon, moi, c'est pas gênant, je trouve que ça fait une petite différence. Enfin, évidemment, il est beaucoup plus foncé sur cette partie-là que là. Que dire d'autre? Il y a une bride derrière, là, pour passer la ceinture.
On me l'a demandé comme ça. D'habitude, je fais plutôt des choses avec un anneau qui partent d'ici. Mais bon, je réponds à la commande. Et peut-être avez-vous remarqué que ce n'est pas le même couteau qu'on voit ici que celui qui a servi pour faire la vidéo, la partie vidéo du montage. C'est celui-là qu'on voit pendant le montage et c'est celui-là qu'on voit pendant la partie étui. Parce que pendant que l'un séchait, j'en profitais pour avancer l'autre. Voilà, ben c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Peut-être une dernière précision. Comme fil pour la couture, j'ai utilisé du fil de lin poissé d'1 millimètre d'épaisseur. C'est un fil très solide dont je me sers aussi pour faire mes cordes d'arc. Donc c'est du costaud. Voilà, et bien ciao!